Le professeur Yamanaka a réussi l'exploit de rajeunir des cellules humaines. Il a prouvé ainsi que le vieillissement pouvait être un phénomène réversible. Thank you very much for your kind attention. Thank you very much. Je vais prendre quelques minutes pour vous exposer les fondements de mes recherches. Pour en savoir plus, nous sommes allés à Montpellier rencontrer l'un des disciples du japonais. Jean-Marc Lemaître est directeur de recherche à l'INSERM. Comme le professeur Yamanaka, il rajeunit des cellules humaines. Mais lui travaille uniquement sur des cellules de centenaires. Elles sont gardées précieusement au sous-sol du laboratoire, dans de l'azote liquide. On fait très attention à conserver tout ça dans d'excellentes conditions et surtout que l'azote soit toujours présent. Pour comprendre comment Jean-Marc Lemaître a réussi à rajeunir des cellules de centenaires, il faut revenir aux origines. Au stade de l'embryon, chaque être humain est constitué de nombreuses cellules souches. Elles vont ensuite se convertir en n'importe quelle cellule du tissu humain, par exemple en cellules de la peau. Elles ont alors un cycle de vie limité. Quand ces cellules vieillissent, on appelle ça la sénescence. Ce qu'on observe ici, c'est les cellules sénescentes. Vous voyez qu'elles sont très étalées. Elles ont perdu leur capacité à proliférer. Elles sont prélevées de patients très âgés. Et l'idée, c'est bien sûr de les reprogrammer pour les convertir en cellules souches embryonnaires ou un équivalent d'une cellule souche embryonnaire, cellule reprogrammée. Les recherches de Jean-Marc Lemaître ont montré qu'en introduisant des facteurs stimulants dans ces cellules de centenaires, on pouvait permettre aux vieilles cellules de retrouver leur première jeunesse. Et là, elles sont équivalentes. C'est vraiment les petites sœurs des cellules souches embryonnaires, c'est-à-dire qu'elles sont en mesure de s'auto-renouveler de façon infinie. À ce stade, on a donc retrouvé ces cellules souches de départ, celles qui sont capables de se convertir en cellules de n'importe quel tissu humain. Et elles sont comme neuves. On est entré dans l'ère de la médecine régénérative. Bientôt, la science permettra peut-être à l'être humain d'auto-réparer les parties endommagées de son organisme, voire d'aller encore plus loin. On peut même peut-être un jour envisager refaire des organes complets. C'est-à-dire, on prélève une cellule d'un individu, on refait un organe rajeuni. C'est même quelque chose qui va encore plus loin. Refaire des organes complets, ce n'est pas encore pour tout de suite. Mais d'autres pistes de recherche pourraient avoir un impact plus rapide sur notre espérance de vie. À Lyon, se trouve le seul laboratoire en France spécialisé dans les gènes de la longévité. Il est dirigé par un chercheur de 37 ans, Ugo Aguilagnou. Pour les HSP, ça fait rien, comme le dernier fichier que je vous ai envoyé. Apparemment. Les études génétiques, elles se font d'abord sur des animaux simples et dont on connaît très bien le génome. Pour ça, le nématode, donc un petit ver qui fait à peu près 1 mm de long, qui est un ver très utilisé en biologie, a été le premier organisme chez qui on a pu isoler des gènes capables d'augmenter la longévité. Or, ces gènes ont tous des cousins chez l'homme. L'objectif est donc de faire des découvertes sur les vers qui pourraient s'appliquer à l'être humain. Pour réaliser ces expériences, Ugo Aguilagnou possède dans son labo pas moins de 10 millions de ces petites bêtes. Une partie est constituée de vers normaux, ceux qu'on peut trouver à l'état sauvage, dans la terre. Donc ces vers-là qui ont une quinzaine de jours sont des vers qui sont en fin de vie, et donc on le voit bien puisque leurs muscles, comme chez nous en fait, leurs muscles ont fondu, donc ils n'ont plus la capacité de se mouvoir. Donc là ce qu'on voit, c'est que les vers sont complètement immobiles. Tout est normal donc, 15 jours, c'est la durée de vie moyenne d'un nématode. Mais quand le scientifique va chercher une nouvelle boîte de culture, avec cette fois des vers mutants, c'est-à-dire des vers dont les gènes de la longévité ont été modifiés, ce que révèle le microscope est spectaculaire. Ces vers ont 65 jours, c'est-à-dire quasiment le triple de ceux-là. Et ils sont très loin de mourir puisqu'ils ressemblent en fait à des vers normaux qui auraient 2-3 jours.
ce qui correspondrait chez l'homme à des individus de 20 à 30 ans. Mais en fait, ils auraient l'équivalent de l'âge de 450 ans, en fait. Ce chiffre donne le vertige. D'autant qu'on ne fait pas qu'augmenter la longévité. On améliore aussi la durée de vie en bonne santé. Mais ce qu'on fait ici sur le ver, on ne peut pas le transposer sur l'homme, car les manipulations génétiques sont interdites pour des raisons éthiques. On cherche donc à agir sur les gènes de la longévité sans les modifier. Et les résultats sont prometteurs. Alors, pourra-t-on demain, comme pour le ver, augmenter notre espérance de vie de 500%? Ce qui est très probable, c'est qu'on va certainement parvenir à synthétiser des molécules qui vont avoir la capacité d'augmenter la longévité de l'homme. Peut-être certainement pas de 500%, mais ne serait-ce que de 5 ou 10%. Je pense que déjà sont des résultats qui peuvent porter à discussion. Le jour où un tel médicament serait mis sur le marché, l'espérance de vie augmenterait d'un coup de 5 ans. Ce serait un bond démographique sans précédent. On a vu chez Caenorhabditis, le ver, là, on a vu que l'on passait d'une vingtaine de jours à 60-65 jours, ce qui est remarquable. Chez la mouche du vinaigre, on passe de 25 jours à 50 jours. Chez la souris, on arrive à passer de 2 ans et demi à 3 ans, à 3 ans et demi et un peu plus. C'est-à-dire, c'est très intéressant. On arrive effectivement d'ores et déjà à agir sur le programme biologique du vieillissement. Ça reste, il faut le dire, une variation sur un thème. C'est-à-dire que le ver, il ne vit pas 2 ans, la souris, elle ne vit pas 20 ans, etc. La cellule vivante est la seule construction qu'on connaît où toutes les pièces qui la constituent sont remplaçables. Donc, imaginez une voiture des années 50 où on a toutes les pièces de rechange, tout, en beaucoup de copies, et on continue à chaque pièce, quand elle devient fragile, endommagée, on la remplace. 100 ans plus tard, vous avez une voiture neuve qui n'a aucune pièce originale. Ça, c'est la cellule vivante. Voilà, si on pouvait appliquer ça un peu sur l'organisme, ça serait chouette, non? Ce serait chouette à voir. Ce serait en tous les cas la porte ouverte vers l'immortalité. Ouais, ce serait chouette. Alors, Miroslav Radman, qu'on vient de voir à l'Académie des sciences, vous êtes une des grandes figures de la science mondiale. Alors, la question, évidemment, qu'on a envie de vous poser, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire, est-ce que le corps humain est vraiment une voiture dont on peut changer les pièces à l'infini? Mais non, bien sûr qu'on n'est pas une voiture. J'ai pris seulement l'exemple de la voiture pour imager un peu qu'est-ce que ça veut dire une cellule vivante où chaque pièce qui la constitue est remplaçable. Car la cellule elle-même synthétise ces pièces de rechange, inclut les pièces de gènes, les protéines, inclut les acteurs de rechange et de renouvellement. Ouais. C'est ça ce qui est fascinant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la cause du vieillissement. Parce que le vieillissement, comme les maladies, ça se développe d'une façon exponentielle, comme une avalanche. Et ça veut dire qu'une fois que c'est trop tard, réparer tous les organes qui ont vieilli, il y a peu d'espoir. Mais d'agir à l'origine, de diminuer le rythme de la cause initiale, hein, qu'est-ce qui provoque l'usure, qu'est-ce qui fait le stress, etc. Donc c'est ça ce qui m'intéresse le plus. Est-ce que vous pensez que les humains, comme les méduses, quand ils sont arrivés à un certain stade de vieillissement, pourront revenir en arrière et rajeunir? En principe, oui, parce que avec la cellule humaine, Jean-Marc Lemaître vient de le démontrer. Je crois qu'on se trouve maintenant, avec la biologie, juste devant une nouvelle époque, un peu comme les frères Wright et par rapport à l'aviation, et que dans les années à venir, il va y avoir beaucoup de belles surprises. Et vous, par exemple, qui travaillez, ces travaux absolument fascinants sur l'immortalité, vous pensez que ça pourrait s'appliquer à vous, par exemple? Je ne suis pas un grand spécialiste d'immortalité. J'ai passé ma carrière à regarder la réparation d'ADN, comment on répare les erreurs dans nos gènes et les dommages. Mais il y a 7-8 ans, j'ai décidé d'étudier les organismes extrêmement robustes. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre un organisme, que ce soit une bactérie ou une petite bestiole?
quelle est la différence entre cet organisme qui peut survivre 1000 fois plus grand dégât que le dégât qui est mortel pour nous et pour la vaste majorité vous avez étudié la célèbre bactérie du corned beef. Donc, elle résiste à des doses 10 fois plus mortelles pour l'homme. Elle résiste, elle renaît, elle ressuscite. Elle meurt et elle ressuscite. Voilà, 1000 fois. Et le dégât est fait aux gènes, autant que dans nos cellules. Et pourtant, elle est capable, disons, de ressusciter, à propos, le renouvellement, de prendre tout son temps, des heures et des heures, parfois des jours, à reconstituer le génome, l'ADN pulvérisé, parce qu'il y a des fonctions cellulaires qui sont capables de faire ça. Ce qu'on fait, c'est surtout d'essayer de trouver, de définir la chimie de l'usure, la chimie du vieillissement, qui est à la base de toutes les maladies qui nous frappent avec l'âge, et de la comparer entre différentes espèces, et de dire quelle est cette chimie. Nous pensons que cette chimie est le dégât chimique, l'oxydation, la corrosion des protéines. Les protéines sont des molécules qui font tout le boulot dans la vie. Et qui sont oxydées par quoi? Ils sont oxydés, même si on vit le plus sagement, par notre propre métabolisme. Pour produire l'énergie, pour que l'organisme marche, il faut produire une molécule qui s'appelle ATP. Et pour cela, il faut brûler le sucre, il faut consommer l'oxygène, brûler le sucre et produire l'énergie. Dans cette petite usine à production d'énergie, qui s'appelle la mitochondrie, il y a la production de formes chimiques extrêmement instables et corrosives, agressives. Et ça frappe à molécules de la vie, qui sont les protéines et l'ADN. Vivre, ça tue, quoi. Mais ça veut dire que... Manger, ça tue. Voilà. Pas manger aussi, vivre, ça l'oxygène tue. Rien. Les problèmes qui arrivent avec le vieillissement augmentent exponentiellement. Ils se multiplient. Ça, c'est la loi de Gompertz. Et c'est la loi fondamentale qu'on ne comprend pas bien. Ce qu'a dit le chercheur qui a été interrogé à Lyon est tout à fait vrai. Je suis absolument certain qu'on a commencé, qu'on commencera bientôt, à donner des petites pilules, des substances dont le but est de ralentir le programme biologique de vieillissement. Pas pour être immortel, mais pour ajouter au phénomène que l'on connaît un ralentissement du processus biologique du vieillissement. Le troisième point qui est très intéressant, c'est un travail qui n'a pas été cité et qui est très excitant. L'idée, c'est que peut-être que nos tissus pourraient être empoisonnés par les cellules vieilles. Dans notre peau, il y a des cellules vieilles et moins vieilles. Et une expérience qui a été faite chez la souris, un animal compliqué, qui consistait à tuer toutes les cellules quand elles devenaient vieilles, de manière à débarrasser en quelque sorte. Et dans ces conditions-là, la longévité était augmentée et les organes vivaient plus longtemps. C'est-à-dire que si on arrivait à hâter le remplacement, l'élimination des cellules sénescentes, alors ce pourrait être une nouvelle stratégie pour ne pas vieillir.